Salut et bienvenue sur Petite Pousse, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview et aujourd'hui je reçois Alexandre Chiabahi pour parler de prospection, d'emailing et de LinkedIn. Alexandre, c'est le fondateur de l'agence d'acquisition client Emaily, spécialisée dans le cold email et la prospection en B2B. Dans cet épisode, Alexandre nous partage des conseils précieux sur comment utiliser le cold email. Il nous dévoile son parcours étonnant de l'événementiel à la création d'une application mobile à succès et à la fondation d'Emailing, et il nous explique comment il a transformé son expérience grâce à une stratégie d'acquisition efficace grâce à 3 piliers: le cold email, LinkedIn et la newsletter. Dans cet épisode, Alexandre nous partage les 3 piliers de sa stratégie d'acquisition. Il nous partage les secrets pour trouver de la data qualifiée, comment rédiger des mails percutants et éviter les spams, comment utiliser l'automatisation sur LinkedIn pour pouvoir prospecter, créer du contenu engageant et utiliser des lead magnets. Il nous donne aussi les clés pour retargeter vos prospects et maintenir leur intérêt sur le long terme grâce à une newsletter. Comment apporter de la valeur à chaque interaction et maximiser le taux de conversion en prospection. Et aussi des conseils pour aller configurer votre nom de domaine et chauffer vos adresses mail avant de faire vos cold email. Bref, un épisode vraiment pépite en termes de valeur ajoutée. Alors, bonne écoute. Hello Alexandre. Salut. Comment vas-tu ? Ça va nickel et toi ? Eh bien écoute, super aussi. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Petite Pousse pour parler de prospection, d'emailing et de LinkedIn, parce que toi, Alexandre, tu es donc le fondateur d'Emaily et tu es expert justement en cold email et en prospection B2B. C'est ça, on est une agence d'acquisition client, donc on aide nos clients à avoir plus d'acquisition et on les accompagne sur leur croissance. Trop bien. Et bien justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé justement à fonder cette agence d'acquisition client ? Bien sûr. En fait, l'agence Emaily, on a 2 ans d'ancienneté. Avant, j'étais dans un domaine totalement différent, c'était l'événementiel. Et donc, j'avais créé une première boîte en 2017 quand je passais le bac. Celle-là, elle a duré 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, on a créé une application mobile avec mon associé. Et c'est là où, sur l'application mobile, on a fait top 5 de l'Apple Store France, 200 000 téléchargements, on avait une dizaine de salariés. Et donc, avec toute la data qu'on a récoltée à ce moment-là, c'est là où on s'est dit, putain, mais en fait, il y a quelque chose à faire avec la data. Et donc, on a commencé à faire de la newsletter, donc première partie de l'emailing. Parce que si on divise l'emailing en 2 parties, il y a la première partie, la newsletter, qui est l'email de fidélisation. Et il y a la deuxième partie, qui est l'emailing, donc le cold email, l'email d'acquisition. Moi, au début, j'ai commencé vraiment à faire de l'email de fidélisation sur la database qu'on avait autour de l'application. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est sympa, je kiffe faire l'email. On avait 200 000 adresses mail, donc on envoyait un email, on remplissait un établissement de 1500 personnes pour faire nos événements. Et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire avec l'email, c'est trop puissant. Et c'est là où inconsciemment, j'ai commencé un peu à prospecter par mail plus ou moins automatisé, de façon plus ou moins bien pour l'application mobile. Et on a réussi à avoir des partenariats avec des marques comme Etam, Boohoo, Asos, Ornicar, le festival Lollapalooza, etc. Donc après, on a continué à développer l'application, etc. Et moi, à un moment, quand j'ai arrêté, j'ai quitté le projet, que j'ai rendu mes parts, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, j'avais quelques amis qui avaient leur boîte et je les ai aidés un peu à scraper LinkedIn. Donc à scraper, tu sais, c'est récolter de la data qu'on peut trouver sur différents profils. Et j'ai fait des petites campagnes d'automatisation. À l'époque, il y avait un outil qui s'appelait Datananas, qui je crois n'existe plus aujourd'hui, ou peut-être il a changé de nom. Et en fait, je les aidais à faire un peu des automatisations là-dessus. Et je me suis dit, mais il y a vraiment un marché, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'acquisition. Nous, jusqu'à présent, on n'avait jamais eu trop besoin d'avoir de l'acquisition, tout ça.
Mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin quand même d'un côté. Donc là, je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose à faire. Et vu que bah, j'étais plus dans, dans l'application mobile, je me suis dit, bon, bah, allez, go, aider les gens à faire de l'email. Et donc, au début, moi, je balançais juste des emails pour des clients. Et j'ai commencé à développer toute une stratégie pour moi, pour me trouver des clients pour Emaily à ce moment-là. Donc de l'email, des messages LinkedIn, de la création de contenu LinkedIn, une newsletter pour retargeter tout le monde, etc. Et en fait, plus le temps passait, bah, plus je me disais, bah, en fait, ma strat à moi, que j'applique moi de mon côté pour mon acquisition, bah, si elle marche pour moi, qu'elle me génère entre 30 et 60 rendez-vous par mois, je peux très bien la dupliquer pour mes clients. Bon, peut-être que ça ne générera pas directement 30 rendez-vous dès le premier mois, mais si tout simplement ce qui marche pour moi, je le duplique pour des clients, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas à partir du moment où le client il a une offre et il a quelqu'un pour l'acheter en face. Parce qu'on pourra revenir un peu plus tard si tu veux sur les offres, parce qu'on n'est pas magicien, on ne peut pas faire tomber des clients comme ça pour tous nos clients. Mais à partir du moment où la personne a une offre qui répond au marché et où en face quelqu'un veut l'acheter parce qu'il y a un vrai besoin qui est résolu par notre client, ben là je me dis il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas notre stratégie. Et c'est comme ça qu'est né Emaily et la stratégie Emaily. Trop bien. Du coup, tu es parti en fait de toi, ce que tu avais mis en place dans ton acquisition client justement pour ta boîte, et tu en as créé un espèce de process, une méthode que tu utilises aujourd'hui pour tes clients. C'est quoi les grandes étapes de ce process, et peut-être rentrer un peu plus dans le détail de peut-être la première étape avant de mettre en place justement les actions concrètes en fait. Est-ce que tu as une première étape en fait avant de rentrer dans le cœur de l'emailing? Bien sûr, en fait là où c'est bien, c'est que vu que ma strat, je l'applique aussi pour mes clients, ça veut dire que la strat, si on la divise en piliers, il y en a trois. Okay, le premier pilier, c'est le cold email. Le deuxième pilier, c'est LinkedIn. Le troisième pilier, c'est la newsletter. On pourra rentrer en détail juste après sur chacune des sous-parties. Mais en fait, vu que moi, ma stratégie d'acquisition, c'est celle que j'applique chez les clients, quand mes clients viennent en rendez-vous pour dire bah, est-ce qu'on peut bosser ensemble ou est-ce qu'on peut voir s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble, soit ils viennent d'une prospection email que je leur ai envoyée, soit ils viennent de LinkedIn qu'ils ont vu parce qu'on a une stratégie inbound ou une stratégie d'acquisition, soit ils viennent de la newsletter. Donc je leur dis, évidemment que ça marche vu que tu viens d'un canal que je te propose de mettre en place. Donc si toi de ton côté t'es venu, pourquoi personne pourrait venir de ton côté si tu fais pareil? Donc c'est là où c'est marrant. Pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a quelque chose en amont à faire? Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on s'est rendu compte que autant quand on envoie des emails, que quand on envoie des messages sur LinkedIn, les gens sont curieux, surtout sur l'email. Ils vont venir fouiller, donc ils vont copier-coller ton prénom et ils vont voir un peu qui t'es sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, qu'on le veuille ou non, c'est quand même le premier réseau social de professionnels. Donc dès qu'on est dans le B2B, les gens vont checker sur LinkedIn. Et donc du coup, nous, la première étape qu'on fait pour nos clients, c'est on revoit leur branding LinkedIn avec une bannière qui explique bien leur proposition de valeur, quel problème ils résolvent et à quelle cible. Comme ça, quand une personne arrive, moi ce que je dis c'est qu'il faut que ton LinkedIn soit aussi bien brandé et aussi puissant qu'un site web. C'est une page de vente, ton profil LinkedIn, c'est une vraie page de vente. Une fois cette première étape faite, donc on a un graphiste en interne qui refait des bannières pour toutes nos équipes, enfin pour tous nos clients, excuse-moi. Une fois que cette première étape est faite, on décompose la chose en trois parties: cold email, LinkedIn et newsletter. La première partie, cold email, ce qui marche aujourd'hui en cold email, forcément, il faut être bien paramétré pour ne pas aller en spam. Ça, c'est le SPF, le DKIM et le démarque. Deuxièmement, il faut trouver une database de qualité. Parce que si on contacte une database qui date d'il y a 6 ans, les gens ne sont plus dans la boîte. Il y a eu un turnover. Donc il faut vraiment prendre une bonne database de qualité. Parce qu'on aura beau avoir la meilleure configuration pour ne pas aller en spam ou le meilleur message, si on n'adresse pas à la bonne personne, on n'aura jamais de retour. Donc, configuration DNS pour ne pas aller en spam, la database, le copywriting qui répond. Il y a quelques règles de copywriting. Si tu veux, on pourra aussi à un moment parler de comment rédiger un bon email. Et ensuite, dans l'email, nous, on fait souvent une approche problème-solution. Okay, là, on travaille avec des créateurs de contenu donc, qui créent des vidéos en 16/9 pour les restaurants. Et la problématique, c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques arrivent. Du coup, il y aura des touristes. Les touristes, quand on ne connaît pas un pays, quand on ne connaît rien de l'univers où on est, on regarde sur Instagram et sur TikTok avant d'aller dans un resto. Donc on leur dit, est-ce que vous voulez qu'on mette à jour votre Instagram et votre TikTok pour faire la différence pendant le Covid? Ça, c'est la partie email.
La partie LinkedIn, on peut la diviser en 3 points. Ok? Il y a une première partie qui s'appelle LinkedIn Automation. Comme en email, on envoie des cold email, sur LinkedIn, avec des outils, on va envoyer des messages LinkedIn avec des relances. Ça va être des séquences LinkedIn, comme des outils comme La Grosse Machine que j'aime beaucoup, comme il y a Lemlist aussi qui fait ça, il y a Wallaxy, et tous ces outils-là qui permettent de faire ça. Ok, ça c'est le premier pilier LinkedIn. Le deuxième pilier LinkedIn, c'est, tu te souviens tout à l'heure, je te disais qu'il y avait pas mal de traction sur ton LinkedIn qui venait de la part du cold email. Donc en fait, pour augmenter ta preuve et ta social proof, on fait avec tous nos clients une stratégie de création de contenu. Donc l'idée, c'est de mettre du contenu. Donc là, pour avoir de l'inbound, et nous, on fait aussi de l'outbound. Donc on fait un mix de inbound to outbound, outbound to inbound. Et en fait, la stratégie de création de contenu, elle est très pertinente. Pourquoi? Parce que quand les personnes viennent sur ton LinkedIn, tu as une bannière, tu as du contenu, ça parle. Les gens ont naturellement beaucoup plus confiance en toi que si tu avais un LinkedIn sans rien poster, sans bannière, sans photo. Et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est que toutes les personnes qu'on contacte en cold email, ensuite, on les retarget, donc on les ajoute sur LinkedIn. Et ça veut dire qu'on a un point de contact en invitation LinkedIn, on a un point de contact en email, même 2-3 emails, etc. Plus, ils voient ton contenu. C'est-à-dire que même s'il ne signe pas là maintenant avec toi, dans la durée, forcément il reviendra vers toi vu qu'il fait partie de ton ICP, de ton client idéal. Donc là, tu rajoutes tes clients idéaux sur LinkedIn en créant du contenu. Donc l'idée c'est que même s'il ne vient pas là maintenant, dans la durée, il viendra grâce à l'inbound. Le troisième point qui est très puissant aussi sur LinkedIn, c'est les lead magnets. Ok? Lead magnet, pour t'expliquer un peu ce que c'est concrètement créer une ressource gratuite en échange de data. Ok? J'ai créé une formation sur le cold email. Si tu veux la télécharger, mets ton adresse mail. Comme ça, moi, ça me permet de récupérer de la data de gens intéressés par le cold email. Pareil pour nos clients. Si on a un client qui est une bêtise, créateur de site web e-commerce, bah on va créer un e-book sur comment augmenter son taux de conversion de 2, 3, 4% sur son site e-commerce. Et donc là, on sait que ça va être des e-commerçants qui veulent augmenter leur taux de conversion et qui vont télécharger. Donc, c'est des clients idéaux. Et ces personnes-là, après, on les met dans un funnel de vente, enfin, funnel de messages, et à la fin, il y a une proposition de rendez-vous. Donc ça, c'est les 3 piliers LinkedIn: création de contenu, LinkedIn Automation avec les messages, et le lead magnet. Tout ça, ça nous permet d'avoir des rendez-vous à court terme. Ok, tu reçois un message, tu réponds le jour même ou le lendemain, ça fait rendez-vous, tu closes ou tu closes pas. Généralement, les menteurs vont dire qu'ils closent à 80%, à part si c'est du bouche à oreille, mais les gens honnêtes, ils closent entre 20 et 40%. Nous, on sait que nos clients, c'est entre 27 et 32, ça varie selon le secteur d'activité. Donc, imaginons qu'on dise 30%. Tu closes à 30%, c'est bien, mais ça veut aussi dire que tu perds 70% des gens que tu as vus. Et quand on voit à quel point c'est dur d'avoir des gens en rendez-vous, bah, c'est pas parce que Monsieur X, tu l'as perdu aujourd'hui, qu'il ne sera pas intéressé demain. Donc, comment rester en contact avec lui? Troisième pilier de la stratégie Emaily, newsletter de retargeting. Si une personne, elle ne signe pas avec toi, c'est qu'il y a 3 problèmes principalement. Il n'a pas confiance en toi, en ta solution ou en l'application de ta solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Newsletter de retargeting, on envoie une newsletter hebdomadaire, bimensuelle ou monthly, où dedans on apporte énormément de valeur. Comme ça, toutes les personnes qui sont dedans, bah de 1, t'augmentes la confiance qu'ils ont en toi, tu es beaucoup plus crédible avec tous les tips que tu donnes. Et deuxième point, ils restent dans la boucle, ils ne t'oublient pas. Parce qu'il y en a plein qui te disent ok, on se rappelle, mais qui t'oublient. Ça, c'est le problème avec du call, parce que le call, quand tu raccroches, bah, tu perds un peu le numéro de la personne. C'est le problème des ads, parce que quand tu arrêtes de payer, il n'y a plus rien. Et donc du coup, bah là, tu te retrouves un peu à vide. Et donc, avec les 3 P de la stratégie Emaily, c'est vraiment une stratégie d'acquisition multicanal pour générer du rendez-vous à court terme et à long terme. Trop bien, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on voit qu'il y a vraiment plusieurs piliers qui chacun vont venir se nourrir et compléter l'un ou l'autre. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu plus dans chacun des 3 piliers, parce que du coup, j'ai pas mal de questions qui me sont venues. Sur la partie cold email déjà, c'est où est-ce que tu trouves cette data qualifiée justement? Et puis deuxième question que tu pourras y répondre dans un deuxième temps, c'est quoi les bonnes pratiques justement pour faire en sorte
que les gens qui vont recevoir ce cold email, ils aient envie d'y répondre. Parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui vont nous écouter, qui vont se dire oh là là, moi j'ai déjà reçu des cold emails comme ça de quelqu'un que je connais pas, et franchement, la plupart du temps, ça donne pas envie d'y répondre. Donc quels sont tes conseils pour un email qui va permettre de convertir derrière et d'avoir un retour, et où est-ce que tu trouves justement cette data qualifiée? C'est vrai que là où tu as totalement raison, c'est qu'il y en a plein qui font mal du cold email. Et je pense même que dans les personnes qui nous écoutent, elles ont peut-être déjà fait du cold email, elles de leur côté, sans avoir de retour. Et le problème, c'est que les gens ont très vite des croyances limitantes. J'ai fait du cold email, moi de mon côté, ça marche pas. Non, mais c'est peut-être parce que tu avais mal paramétré ton nom de domaine, que tu n'avais pas la bonne data ou que tu n'avais pas le bon wording. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que c'est peut-être ça n'a pas marché pour toi de ton côté, mais si quelqu'un d'autre le fait, peut-être que ça marche. Pour répondre à ta première question, où est-ce qu'on trouve la data? Partout sur Internet. Honnêtement, partout sur Internet. Moi, l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur comment scraper les 2600 participants, les 2600 exposants, excuse-moi, du salon Vivatech. Parce que forcément, s'ils sont présents sur un salon, c'est que de 1, il y a de l'argent, et de 2, il y a un besoin de visibilité. Donc là, on répond potentiellement à la problématique de pas mal d'entreprises qui peuvent les contacter pour leur proposer leurs services. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Où est-ce qu'on trouve la data de façon simple? Sur LinkedIn. Moi, un truc que j'adore faire, c'est scraper via LinkedIn Sales Navigator. Donc quand je dis scraper, c'est récupérer la data, hein. C'est le mot un peu anglophone là-dessus. On scrape, donc on récupère la data de LinkedIn et après on le met dans un enrichisseur. Ok. Moi, mon enrichisseur préféré, en plus, je fais la pub, c'est une solution française que je recommande à tout le monde. Elle s'appelle ICPEAS. ICYPEAS. C'est le top du top. Et donc, on met la data de LinkedIn via un fichier Excel dedans et ça sort les adresses mail de ces personnes-là. Ce qui est très bien aussi avec ICPeas, c'est que ça sort des mails RGPD, ok, et des mails professionnels. Parce qu'en fait, tu as le droit de faire du cold email sur un professionnel, mais sur un particulier, tu n'as pas le droit. Imaginons que moi, Eleonore, je te prospecte, j'ai le droit de te contacter sur ton mail pro, mais pas sur ton Gmail. Parce que je contacte Eleonore, la chef d'entreprise, et pas Eleonore, la mère de famille ou la dame lambda. C'est vraiment le professionnel qu'on contacte. Donc voilà pour l'enrichissement de data. Et les bonnes pratiques du cold email, donc plus sur la partie copywriting, c'est ça? Plus sur la partie rédaction du message? Yes. Alors, cette partie rédaction du message, elle se fait majoritairement en 2 temps, voire 3. Je m'explique. Premièrement, c'est l'objet. L'objet du cold email, c'est ce qui va définir ton taux d'ouverture. Ok? Si tu as un bon objet, donc pour moi un bon objet, c'est quelque chose de court, concis, intriguant, ok, et potentiellement personnalisé. Mais par exemple, si tu as un objet court qui donne envie d'ouvrir, bah, tu auras un meilleur taux d'ouverture. Ok. Si tu as un objet un peu putaclic, trop vendeur ou atroce, personne ne répondra. Si par exemple je te dis un tout nouveau branding et un tout nouveau site web pour Eleonore, c'est trop long, de 1, et de 2, bah, c'est trop vendeur. Tu sais que tu vas te faire vendre quelque chose, t'aimes pas. Donc, essaie de susciter un peu la curiosité. Moi, le petit tips que je donne à tout le monde, c'est faites un objet en 1 ou 2 mots, tout en minuscules. Ok. Imaginons que tu veuilles écrire, je sais pas, studio, bah, tu écris studio tout en minuscules. Parce qu'en fait, ça fait qu'on dirait que l'objet n'est pas travaillé et ça ressemble un peu à un objet, tu sais, qu'un collègue de travail peut t'envoyer. Donc en fait, tu l'ouvres, vu que ça fait moins vendeur, tu vois. Elle est là un peu la petite, pas arnaque, mais le petit hack, il est là. Et après, du coup, ça c'est la première partie et j'ai dit qu'il y en avait 3. La deuxième, c'est le contenu du message, ok. Un bon message en cold email, souvent on dit c'est moins de 100 mots, environ 80 mots. Ne pas parler de toi, mais parle plutôt de la personne en face. Parce que souvent dans les cold email, et je pense qu'il y en a pas mal qui se reconnaîtront, ils commencent en disant bonjour, je suis Alexandre de l'agence Emaily, etc. Mais le mec que tu t'appelles Alexandre, Paul, et Léonore ou Mathieu, il s'en fout. De toute façon, ton prénom il le verra en signature. Donc parle pas de toi, mais parle de lui et pose-lui une question. Nous, ce qu'on a fait avec les restaurateurs, voilà, je suis passé devant votre restaurant l'autre jour et je me demandais comment se passe la création de votre contenu sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et poser des questions pour ouvrir la discussion. La base d'un bon copywriting, donc du contenu d'un bon email, c'est ouvrir la conversation avec la personne sans vendre, ok? Parce que forcément,
Si demain, je t'envoie un message, salut Eleonore, je peux te faire ta prospection, tiens, un lien Stripe pour payer la presta, personne n'achète. Là, c'est plus attirer la curiosité, ouvrir la conversation avec la personne et après, ben, ça part en rendez-vous ou ça part en échange de mails. Mais l'automatisation pour la masse, pour envoyer, quand je dis la masse, c'est des séquences de 100 à 300 personnes. Hein. Ce n'est pas des 10 000 personnes comme aux États-Unis. Mais c'est pour la masse, donc de 100 à 300 personnes. Et après, dès qu'il y a des réponses, là, c'est du one-one, vu que c'est l'humain qui reprend la vente. Et l'humain, c'est le cœur de la vente. Donc vraiment, on automatise l'envoi du premier message ou des relances. Et après, c'est l'humain qui prend le devant. Le troisième point qui est quand même important sur un cold email, ça fait partie donc, du deuxième point qui est le contenu de l'email, mais c'est le call to action. Le call to action, c'est c'est le petit mot que tu mets à la fin pour le faire passer à l'action. Sur un site web, c'est je veux en savoir plus. Ou imaginons que tu veuilles acheter des billets pour un festival, c'est je veux mes billets. Ça, c'est un call to action. Donc sur un site, c'est un bouton. Mais en code d'email, c'est vraiment poser une question. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est poser une question en moins de 7 mots engageante. Ok. Par exemple, toujours pour l'exemple des restaurateurs, nous on disait, voilà, nous on vous aide à créer du contenu pour vous différencier pendant les JO. Enfin, c'est plus vraiment ça le wording, mais c'était une approche comme ça. Et le call to action, c'était envie de faire la différence. Et là, en fait, naturellement, dans l'inconscient et dans l'humain, si je te dis ça, tu as vraiment 0 restaurant qui diront non, je veux pas faire la différence. Donc, souvent, ils répondent bah ouais, dis-moi un peu plus. On a même eu des réponses bah vas-y, bah passez prendre un cocktail, comme ça on voit ce qu'on peut faire ensemble, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est le premier mail. Premier mail, vraiment ouvrir la discussion, découverte. Ok. Et après, on fait des relances. Nous, généralement, on fait 2 relances, donc ça fait une séquence de 3 mails. Quand on fait des relances, l'idée, c'est d'apporter de la valeur. Ok. Ne pas se vendre toi, mais apporter de la valeur. Je sais que vous, les restaurateurs, vous avez telle problématique, alors je vous ai fait tel document pour vous aider. Ok. Par exemple, on a un autre client qui fait de la création vidéo pour les grosses marques. On lui a généré des opportunités avec Havas Voyage, les Galeries Lafayette, etc. Lui, ce qu'il a fait, c'est, il a dit, bon ben, peut-être que vous faites vos vidéos en interne. Donc, si vous les faites en interne, tenez une checklist de tous les points à vérifier avant de faire votre vidéo. Comme ça, vous êtes sûr que le jour du tournage, vous n'avez rien oublié. Et en fait, ça montre ton expertise, ça montre ta confiance en toi. Vu que tu n'es pas là à faire vendeur à tout prix pour ton service, tu leur dis voilà, donnez ça. Nous, on fait remplir ça à tous nos clients avant de faire une presta vidéo. Le mec, il se dit ah ouais, ils sont bien organisés, ils sont pros. Bon, nous, on n'a personne interne pour faire les vidéos, je les appelle. C'est vraiment donner pour mieux recevoir. Trop bien. Alors merci pour ces conseils parce que franchement j'ai reçu tellement de messages de prospection de cold email où c'est exactement ce que tu dis. T'as un pavé de 10 lignes où le gars ne fait que de parler de lui, de ses services, de ce qu'il propose, etc. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de call to action à la fin et franchement t'as juste envie de faire supprimer ce genre de message. Donc merci pour ces très bons conseils. J'espère que nos auditeurs vont bien en prendre note. Et sur la partie relance aussi, j'adore parce que souvent les messages de relance que tu reçois, c'est je me permets de vous relancer, avez-vous bien reçu mon message ? Et t'es là, en fait, si je t'ai pas répondu la première fois, c'est peut-être que ça m'intéressait pas. Alors que le fait de relancer en apportant de la valeur et en offrant quelque chose, je trouve que du coup, pour les gens, soit qui n'avaient pas forcément envie de répondre le premier message et qui du coup voient la valeur que tu leur apportes, vont avoir envie de répondre, ou soit si c'est des personnes qui, le mail est passé à la trappe, en fait, ils voulaient te répondre, mais ils sont passés à autre chose, ils ont oublié. Là en fait c'est une super technique pour pouvoir justement avoir être quasiment sûr que la personne, si elle avait envie de te répondre la première fois mais qu'elle a oublié, sur ce mail de relance où tu lui apportes de la valeur, pour le coup il y a beaucoup de chances qu'elle te réponde. Donc effectivement je pense que comme tu dis, toutes ces fausses croyances qu'on a autour du cold email qui est pas efficace, etc., c'est à cause de ces gens qui font du cold email de façon non pertinente et forcément, c'est pas efficace derrière. Donc là, tu nous montres que effectivement, le cold email, il peut être hyper engageant et pertinent quand c'est fait de la bonne façon. Pour finir sur ce premier pilier du cold email, j'avais une question aussi sur la partie plus paramétrage technique. Tu nous as dit qu'il y avait des bonnes pratiques aussi à mettre en place pour éviter que tes mails ils tombent en spam ou ce genre de choses. Tu peux peut-être nous donner quelques conseils sur cette partie-là aussi ? Totalement. Et juste pour rajouter un truc sur la partie écriture des mails, et sur la partie bonne pratique, donc en rapport avec ta question, là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y en a beaucoup qui mettent 15 000 liens dans un mail avec des photos, une signature, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
chaque lien affecte négativement la réputation de ton domaine, donc ta délivrabilité. Si tu mets 10 liens dans un... Donc quand je dis lien, c'est soit un URL, soit une image, vu qu'une image c'est considéré comme un lien. Si tu mets 10 liens dedans, tu es sûr que dans quelques mois, ton adresse mail, elle est morte. Ok? Nous, on met le moins de liens possible. C'est pour ça que notre adresse mail, elle dure depuis 1 an et demi. Et qu'on a zéro souci de spam depuis 1 an et demi. Donc, mettez le moins de liens possible. Ok? Parce que ça, c'est le pire truc pour finir en spam très rapidement. Pour répondre à ta question donc sur le paramétrage, ça, c'est à faire avant de lancer la campagne. Ok? Donc, nous, quand on onboard un client, on crée les adresses mail. On crée les adresses mail, ça veut dire acheter des noms de domaine similaires au tien. Ok? Imaginons, bon, nous, notre nom de domaine, par exemple, c'est emaily. Ok? Emaily.co. Ce qu'on va acheter, par exemple, c'est myemaily.co. Un nom de domaine similaire au tien qui redirige vers le tien. Comme ça, même si dans le pire des cas, tu fais le pire email possible et tu vas en spam, tu affectes la délivrabilité de myemaily.co et pas de emaily.co. Comme ça, tu gardes ton domaine principal pour parler avec tes clients, tes collaborateurs, qui tu veux. Premièrement, donc, tu achètes un nom de domaine, généralement plusieurs. Ok? Sur un nom de domaine, tu vas mettre 2-3 adresses mail max. Ok? Après, dans ce nom de domaine-là, il faut, pour l'expliquer de façon simple, il faut relier l'adresse mail au nom de domaine. En fait, c'est un peu une espèce de double authentification pour dire, ok, cette adresse mail-là, elle appartient bien à ce nom de domaine-là, et ce nom de domaine-là, il appartient bien à cette adresse mail-là. Forcément, si tu prouves ça, tu auras une meilleure délivrabilité. Et donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les réglages dans le DNS, donc sur le nom de domaine, et il faut régler le SPF, le DKIM et le DMARC. Tout simplement. Après, il faut mettre l'adresse mail à chauffer entre 10 et 15 jours. Donc la mettre à chauffer, c'est dans les outils d'envoi de cold email, comme Instantly, comme SmartLead ou n'importe lesquels, maintenant ils le font quasi tous. Il y a le warm. Le warm, pour l'expliquer de façon simple, c'est qu'il y a une espèce de pool, donc un groupe avec toutes les adresses mail de tous les utilisateurs où automatiquement les gens vont s'échanger des mails entre eux. Ok? Donc imaginons que toi tu as Instantly, que moi j'ai Instantly, automatiquement on va s'envoyer des mails. Je t'envoie, tu me réponds, je te réponds, hop, et après tu me renvoies un nouveau mail. Comme ça en fait c'est pour montrer aux fournisseurs d'adresses mail que on n'est pas juste là à contacter comme des bourrins, mais qu'il y a eu des échanges quand même auparavant. Et donc l'outil, le pool va créer des échanges entre toi et moi pour dire, il y a moitié des emails, c'est de la prospection, donc on envoie 30 emails en prospection par jour. Et de l'autre côté, on envoie 30 emails dans le pool de Warm. Comme ça, on arrive à un bon équilibre. Et ce qui fait qu'au final, on envoie 60 mails par jour. C'est le quota maximum qu'on recommande. Donc 30 mails pour toi, ton acquisition de tes clients. 30 mails automatisés avec l'outil. Mais 60 mails, pourquoi c'est la limite? Parce que c'est ce que envoie en moyenne un humain tous les jours en nombre d'emails. Donc après, si tu veux envoyer, tu vois, on a dit qu'on envoyait 30 mails d'acquisition, ok, par jour. Ça veut dire que si tu veux envoyer 300 mails par jour, il te faut 10 adresses mail, tout simplement. Après, c'est une logique mathématique. Ok, hyper intéressant cette idée aussi de chauffer les mails en amont pour éviter justement que ton fournisseur d'accès, le fournisseur d'accès de la personne qui reçoit tes mails de prospection identifie ce mail-là comme un spam parce qu'en fait il aura envoyé que des mails de prospection. Donc c'est hyper intéressant pour faire le lien avec LinkedIn justement, où tu nous disais tout à l'heure qu'une fois que tu as envoyé ces mails de prospection, tu allais ajouter les personnes sur LinkedIn et que tu allais un petit peu doubler en fait le travail pour aller créer le lien avec les gens. Comment tu fais ça? Est-ce que c'est automatisé aussi avec des outils? Et si oui, du coup, est-ce que tu peux nous partager les outils que tu utilises? Et après, développer cette partie LinkedIn justement, les petits conseils peut-être des messages que tu vas envoyer sur LinkedIn. Bien sûr. Alors, donc, premièrement, on envoie le cold email. Tu te souviens quand tu me demandais les outils et comment est-ce que je récupérais la data au tout début? Je t'ai dit, on va sur LinkedIn, on scrape, on va dire sans profil pour que ce soit un chiffre rond. Ok? On scrape sans profil et après, je t'ai dit, on le mettait dans un outil comme ICPs. Ok? ICPs, ça va, pour la faire simple, par rapport à ton nom et ton prénom et ton nom de domaine, donc le nom de domaine de ta boîte, ça va essayer de créer la bonne adresse mail. Ok? Ça va faire différents tests pour te donner que les bonnes adresses mail. Forcément, si tu mets sans adresse mail dans ICPs, ce serait faux s'il te ressortait sans adresse mail. Ok? Donc si tu mets sans profil dans ICPs, il ne peut pas te ressortir sans adresse mail. Parce qu'on ne trouve pas l'adresse mail de tout le monde, on ne va pas non plus l'inventer. Donc
On va dire que sur 100 adresses mail qu'on envoie sur ICPs, on en a 50. Ok? Les 50 adresses mail qu'on a, on les contacte par cold email. Les 50 profils LinkedIn à qui on n'a pas, donc les 50 autres à qui on n'a pas trouvé l'adresse mail, on va les mettre dans une automatisation LinkedIn. En termes d'outils, pour le cold email, on utilise Instantly. J'aime bien Instantly parce qu'en plus, récemment, ils ont lancé une page d'experts et il y a une vingtaine d'experts et je suis le seul français qui se retrouve dans le truc expert Instantly. Donc j'aime bien et du coup, j'en profite pour leur faire leur pub. Utiliser Instantly, c'est très bien. Donc Instantly pour le cold email et pour LinkedIn, on utilise la Growth Machine. Ok, souvent je prononce mal, c'est pas la grosse, voilà, c'est la growth comme growth hacking, ok, comme la croissance. Voilà, au moins les gens, s'ils cherchent, ils ne feront pas de faute de frappe. Là, pareil, on fait partie des experts de la Growth Machine. Du coup, nous, on a 30 jours offerts pour tous nos clients sur la Growth Machine. Donc, très très bon outil aussi. Solution française que je recommande. C'est top. Et aussi, la Growth Machine permet de faire du multicanal dedans avec du mix d'email et de Twitter. Mais nous, vu qu'on fait de l'email sur Instantly, on n'utilise pas cette fonctionnalité-là chez la Growth Machine et on utilise juste la partie LinkedIn. Donc, les 50 mails qu'on a trouvés, on les met en cold email. Les 50 mails qu'on n'a pas trouvés, donc on a juste les profils LinkedIn, on les met sur la Growth Machine. Ok. Là-dessus, c'est des séquences automatisées comme en mail. On envoie une demande, enfin, visite de profil, ajout sur LinkedIn. Quand il accepte, on envoie message 1, message 2, message 3, comme en cold email. C'est des séquences de 2-3 messages. On peut même inclure des vocaux maintenant sur la Growth Machine. Donc c'est top. Ça, c'est comme ça. Sur les 100 personnes qu'on a récoltées, qu'on a scrappées, on contacte les 100 sur LinkedIn et par mail. Une fois qu'on a fini les 50 sur la Growth Machine, donc les 50 avec qui on n'avait pas le mail, on fait une nouvelle campagne retargeting mail, où là on rajoute ceux qu'on avait contactés par mail. Donc ce qui fait qu'on a une première campagne de 50 sur la Growth Machine avec les 50 avec qui on n'a pas le mail, et la deuxième campagne de la Growth Machine, c'est là où on a les 50 à qui on a le mail. Comme ça, on contacte tout le monde au moins une fois, et on retarget tout le monde sur LinkedIn. Ok, trop bien. Et quand tu retargetes sur LinkedIn, du coup, c'est quoi l'accroche que tu vas utiliser pour les gens à qui tu as déjà envoyé un mail? Alors là, c'est du cas par cas. C'est très délicat et faut être smart et faut un bon suivi parce que si le mec il t'a déjà dit non en cold email, lui il faudrait éviter de le mettre. Tu vois, moi parfois, vraiment quand on pousse le truc très loin, on fait une séquence de retargeting avec tous ceux qui ont dit non et une séquence avec tous ceux qui n'ont pas répondu ou qui sont out of office. Parce que ceux qui ont dit non, faut pas leur casser les pieds un peu plus à eux. Mais sinon, en fait, c'est toujours. En fait, c'est simple. L'idée, dans le fond, est le même. Après, te donner un exemple, là, c'est difficile. Mais en fait, faut pas être casse-pied. Ok? Parce que si t'es casse-pied, il va t'envoyer péter le mec. Donc, comment pas être casse-pied? Lui apporter de la valeur. Ok? Imaginons. En fait, nous, quand on aborde des clients, on leur dit c'est quoi tes 20% de meilleurs clients? Tes clients avec qui tu fais le plus d'argent, tes clients avec qui tu kiffes délivrer et tes clients qui te cassent le moins les pieds. Ils vont nous dire nous, c'est les agences de com, les cabinets de recrutement et les mecs dans la cybersécu. Ok? Donc après, on va faire des campagnes mail et LinkedIn sur ces personnes-là. Et en fait, quand on retarget sur LinkedIn, on apporte encore de la valeur en disant ah d'ailleurs, Éléonore, j'ai pensé à toi. Là, il y a un mois, on a accompagné, pareil, une boîte dans la cybersécurité comme toi. On leur a permis d'avoir tel et tel résultat. Tiens, regarde, je t'ai fait un petit document ou une petite vidéo où je te montrais tout ce qu'on a fait avec eux. Comme ça, tu peux le prendre, c'est cadeau et n'hésite pas à le faire de ton côté, ça peut t'aider. En fait, comme ça, c'est de l'apport de valeur, tu donnes des trucs. Et forcément, quand c'est des tips actionnables directement par le mec qui lit, il peut pas t'envoyer bouler. Tu vois, donc au pire, il te dit, merci, mais c'est pas d'actualité. Mais il peut pas te dire, ouais, casse-toi, tu me saoules. Ouais, carrément. Et c'est intéressant parce que justement, tu vois, j'avais ce que tu nous disais tout à l'heure quand je t'avais demandé comment tu récupérais la data. J'avais une question après sur est-ce que c'est éthique du coup quand tu scrapes justement des mails, et tu nous as dit qu'avec l'outil ICP que tu utilisais, justement, c'était des mails RGPD, donc ça c'est cool. Après, j'imagine que les gens peuvent se désinscrire à tout moment et quand ils te disent non, hop, toi tu les enlèves de ta mailing list. Et c'est quand même un mix entre automatisation, mais il y a quand même beaucoup d'humains derrière, et je trouve que c'est important de le dire, qu'on ne peut pas non plus tout automatiser, et qu'après la prospection, ça reste quand même un lien d'humain à humain, et que après, en fait, il faut faire du cas par cas, et que c'est important aussi, quoi. La vente, c'est de l'humain. Une personne, aussi bien sur LinkedIn que sur email,
À partir du moment où elle dit stop, en fait, c'est même pas moi qui le sors à la main, c'est que c'est sorti automatiquement par l'outil. Là où t'as pas le droit, c'est si tu continues à l'harceler, à lui envoyer des messages tout le temps, alors que le mec il t'a dit non merci, ça m'intéresse pas, bah là tu peux avoir des soucis judiciaires quoi. Mais enfin, t'as as tout à perdre à faire ça. De un, tu as des soucis judiciaires et de deux, bah, tu es un peu en train d'abîmer ton image de marque et de saouler une personne qui est potentiellement un client. Alors que toi de base tu veux juste lui apporter de la valeur. Donc il te dit non, bon bah c'est pas grave, tant pis. Il y a d'autres personnes, hein, le marché est grand. Ouais, clairement. Mais ouais, non, c'est clair que faut pas les harceler les gens parce qu'après, ça te donne l'image inverse de ce que tu voulais faire initialement et ça donne l'image d'un harceleur. Et même, je trouve que ça fait un peu, des fois, quand c'est trop insistant, on a besoin de clients, enfin, et du coup, ça veut dire un petit peu en arrière-plan que, bah, en fait, on n'est pas très bon. Si on recherche autant de clients, c'est qu'on n'en a pas assez. Enfin, tu vois, il y a cette image aussi qui peut être hyper négative dans la tête de la personne qui se fait un petit peu harceler. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que vouloir forcer la vente, en fait, il n'y a rien de pire. Et j'avais vu ça dans un film où Bernard Tapie il tournait. Il disait les gens n'aiment pas se faire vendre, mais adorent acheter. Et donc, en fait, ben ça change. Une fois que tu as compris un peu ça, tu augmentes naturellement tes ventes. Et après, il termine. Moi, j'adore les métaphores. Et il termine avec une métaphore en disant c'est pour ça que les hommes mariés ont autant de succès. Tu vois, le truc, c'est tu prends que ce qui est pas mainstream, que ce qui est un peu rare. Et c'est pour ça que des marques de chaussures comme Yeezy, elles cartonnent. Parce que c'est pas mainstream, tu trouves pas ça, c'est des drops, etc. Alors que si ton produit, tu le vends à tout le monde comme un bourrin et tu forces en disant ah, il me faut la vente, il me faut le cash, ben là, personne n'a envie d'acheter. Carrément. Et du coup, pour finir sur la partie, donc le dernier pilier qui va être la newsletter, pareil, est-ce que tu as des bonnes pratiques, des conseils à nous partager pour justement faire en sorte que ta newsletter, ce soit un outil au service de ta prospection aussi? Hmm. Alors, la newsletter, donc, comment ça marche? C'est toutes les personnes que tu as en Calendly avec qui tu as pu échanger, qui ont pu télécharger tes lignes magnettes, tu les ajoutes là-dedans. Forcément, il faut qu'ils aient opt-in, hein. Tu les ajoutes dedans. Et après, il faut que tu fasses un peu une trame éditoriale sur comment apporter de la valeur dessus. Là-dedans, il n'y a pas de secret. C'est comme la création de contenu sur LinkedIn. C'est en fonction de qui tu cibles, tu parles de leurs problématiques. Encore une fois, tu fais les trucs pour eux. Tu leur donnes des tips à eux. Tu leur apportes de la valeur à eux. Après, à toi de trouver le bon équilibre en toutes les semaines, bi-monthly ou monthly, pour voir à quelle fréquence tu es capable de tenir. Ne fais pas de la masse, mais fais plutôt de la qualité. Les gens, ils ont la flemme de recevoir un mail tous les jours, mais ils préfèrent recevoir un bon mail et se dire ok, je prends 5 minutes, je le lis, mais au moins quand je lis, je reçois des trucs directement activables. Nous, ce qu'on aime bien faire dans l'email, enfin dans la newsletter, c'est grosso modo 80% de tips, 10% d'études de cas clients, parce que ça donne aussi envie de passer à l'acte d'achat ou à la prise de rendez-vous pour ceux qui lisent, s'ils se reconnaissent dans les cas clients, et 10% où là, c'est toi, tu fais ta vente, et donc tu sais, c'est un peu un appel, vu que nous, en fait, tous les mois, on n'ouvre que 5 places, ok, dans la stratégie emailing, vu qu'on ne peut pas prendre non plus trop de clients. En fait, tu sais, on n'a pas envie de rentrer dans l'image, tu sais, le cliché de l'agence, quand les gens me parlent d'agence, c'est l'agence, elle te prend ton cash, et une fois qu'elle t'a pris ton cash, elle te fait un mail par an. Mais en fait, nous, on n'a pas envie de rentrer dans ce cliché-là. C'est pour ça qu'en interne, on a un project manager qui fait une réunion toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec le client. Comme ça, il y a un bon suivi de la strat, de la méthode, du process, et on sait qu'on est impliqué. Le client, comme ça, il reste. 37% de nos clients sont là depuis plus d'un an. Et donc, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas prendre non plus trop de personnes tous les mois. Donc, en fait, les mois où il nous reste 1 ou 2 places, bah là, on peut se permettre de pusher un peu notre offre en faisant un petit appel, en disant, bon, bah voilà, il nous reste 1 place. Si certains ont envie de se lancer, allez-y, prenez rendez-vous. On voit si ça marche, on voit si on peut vous amener du résultat. Et si oui, let's go. Donc vraiment, 80% de tips, 10% d'études de cas clients et 10% tu fais un peu ta pub. Trop bien, ouais, hyper intéressant. Mais j'aime bien le fait que tu dises que tu veux pas prendre trop de clients parce que moi c'est ma philosophie aussi de dire, en fait je préfère accompagner moins de clients mais les accompagner vraiment avec un service, une presta de qualité et faire en sorte que tes clients ils restent longtemps avec toi plutôt que de faire de la masse, de vouloir absolument faire rentrer plein de clients, de grossir énormément puis finalement de pas assurer le service derrière. Je trouve que ça a moins de sens pour moi en fait de travailler dans ce deuxième cas quoi. Donc c'est cool que tu fasses ça comme ça. Bien sûr.
Bah, en vrai, c'est la base, hein. Une fois qu'il y a une bonne LTV, tes clients sont satisfaits, ils te recommandent. Et ça, c'est bah, du coup un des piliers aussi qu'on dit à nos clients de faire eux de leur côté, vu que ça, tu ne maîtrises pas, c'est de pousser un peu la recommandation et le bouche à oreille, vu que forcément, si tu as de bons résultats, bon, bah là, la personne, elle reste et elle te recommande. Et le bouche à oreille, bah, il n'y a rien de plus puissant. Là, tu peux closer. Tout à l'heure, on disait tu closes entre 20 et 40%. Le bouche à oreille, là, tu peux closer à 80%. Mais le gros inconvénient du bouche à oreille, bah, c'est que tu ne le maîtrises pas. L'email, tu connais un peu tes KPI, il faut que tu envoies X email pour avoir un rendez-vous. Après, tu closes X rendez-vous, tu closes un rendez-vous sur 4. Et donc, du coup, il faut que tu fasses X fois 4 pour avoir ton nombre. Alors que le bouche à oreille, aussi bien demain, tu peux en avoir 3, mais aussi bien jusqu'à décembre, tu peux en avoir 0. Donc voilà. Et puis nous aussi, l'avantage qu'on a de notre côté, c'est qu'on est sur un service très facilement mesurable. J'ai mis 1 euro avec eux, est-ce que je ressors avec 5 euros derrière de vente? C'est aussi simple que ça. Et nous, quand on l'a compris, au début, en étant honnête, on n'était pas focus là-dessus. Bah, tu sais, c'est quand j'étais solo, les 8 premiers mois de l'agence, j'arrivais pas trop à bien faire le suivi des clients. Et du coup, j'avais une grosse problématique de LTV. Euh, enfin, vu qu'il n'y avait pas de suivi, j'avais pas le point toutes les semaines. Là, en plus, on a rajouté un tracking sheet avec les clients, donc il est mis à jour 2 fois par semaine de façon automatique avec toutes les réponses positives. C'est une espèce de micro CRM. En plus de ça, il y a des alertes Slack dès qu'il y a une réponse positive. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le canal Slack aussi, où aussi bien un project manager que moi, on est disponible tout le temps pour répondre aux questions du client. En fait, là, au début, j'étais plus agence qui va envoyer des mails pour les clients. Et là, on est en train de switcher, et même on a switché, en agence d'acquisition client, mais aussi de croissance et où on accompagne nos clients bah, jusqu'à la vente, parce que c'est s'ils vendent qui restent avec nous. Et la preuve, depuis qu'on a fait ça, qu'on a abordé la project manager il y a quoi? Il y a 4 6 mois, bah, on a 4 clients qui nous ont demandé est-ce qu'on n'avait pas des commerciaux parce que ils ont des leads, ils ont des réponses solides, ils ont des rendez-vous. Et donc là, il leur faut des commerciaux. Donc peut-être que la next step pour nous, ce sera de se tourner ou même de former des commerciaux ou des closers pour vraiment bah, les accompagner dans leur croissance. Peut-être qu'on va devenir un cabinet de recrutement, je sais pas. Mais en tout cas, la LTV, c'est ultra important parce qu'il suffit qu'un mois, tu n'aies pas de clients pour faire un mois zéro si tu n'as pas de LTV de récurrent. Et là, la trésor, si tu as des employés, bonne chance. Carrément. Pour finir, des questions un peu plus perso, on va dire. Alexandre, c'est quoi tes plus grands apprentissages depuis que tu es entrepreneur? C'est une bonne question ça. Euh, Bah, j'ai envie de te dire, c'est ce sur quoi on vient de terminer. C'est ce qui marche, c'est la satisfaction client. Et c'est si les clients sont satisfaits, ils restent. S'ils sont pas satisfaits, peut-être que sur un court laps de temps, tu vas récolter un peu d'argent, mais au final, ça va savoir, ça va se retourner contre toi. Donc, fidélise au max tes clients et essaie de toujours les arranger au maximum. Et je pense que les gens te le rendront vu que c'est de l'humain derrière, tu vois. Les gens, certes, ils achètent une solution parce qu'ils voient que la strat Emaili, euh, elle rapporte des clients, elle a l'air de marcher et tout. Mais au final, ils achètent aussi l'humain et ils restent parce qu'il y a feeling et tout. Donc vraiment, ne pas vouloir se perdre dans trop d'automatisation. Moi, à un moment, j'ai essayé d'automatiser plein de trucs, etc. Mais souvent, quand on se perd dans l'automatisation, on se perd aussi dans la quantité au détriment de la qualité. Et ça, c'est des choses à pas négliger. Parce que surtout dans la prestat de service. Carrément. C'est quoi la plus grosse croyance que tu as dézinguée depuis que tu es entrepreneur? La plus grosse croyance que j'ai dézinguée, un truc que j'avais très très peur de faire au début, c'est que j'avais peur de confier mon closing, la vente, à un commercial. Ça, c'est un truc que j'avais ultra peur. Et à un moment, j'ai pris un accompagnement avec un mec super qui s'appelle Johan. Il m'a poussé, mais vraiment, il a dû se battre pour me dire, vas-y, prends un vendeur, il sera mieux. Parce que moi, peut-être tu l'as entendu quand je parle, je suis quelqu'un de très technique. Alors qu'un vendeur, lui, il est plus dans l'émotion. Moi, je suis dans du concret. C'est voilà, regarde mon calendrier, on a 700 rendez-vous par an. Regarde tel et tel mec, ils ont eu tel résultat. Go, tu vois. Alors que la vente, c'est pas ça. C'est plus faire passer aussi des émotions. Et Johan, il me l'a appris en en me disant, ben, ça c'est une croyance limitante que tu as. Et en me disant, quand tu vas acheter un voyage dans une agence de voyage, imaginons que demain tu vas y aller aux Bahamas. Est-ce que la personne qui bosse dans l'agence de voyage, elle va te dire
Ok, alors comment ça marche pour aller aux Bahamas? Tu vas aller 3 heures avant à l'aéroport Charles de Gaulle, tu vas être dans un A320 avec les genoux sur le menton et tu vas faire 12 heures d'avion, etc. Il m'a dit non, le mec il va jamais te vendre ça. Le mec, quand tu vas dire je vais aller aux Bahamas, il va dire ah super, tu vas être sur un transat, sur une plage de sable fin, en train de siroter un cocktail. Et donc en fait, moi j'étais trop focus sur les étapes, sur chaque étape intermédiaire de la vente du cold email, comme on est rentré dans chaque point, paramétrage DNS, le scrapping, le wording et tout, alors qu'au final, le mec qui vient à rendez-vous, c'est ok, je viens avec toi, mais je repars avec combien de rendez-vous à la fin, combien de clients, tu vois. Et donc du coup, moi j'avais cette grosse croyance qui me bloquait. Et là, gros merci Johan, je sais pas s'il va écouter l'épisode, je l'enverrai, ou en tout cas je lui enverrai juste l'extrait comme ça, il sera content. Mais ouais, gros merci pour m'avoir enlevé cette croyance limitante et me dire genre arrête d'être technique parce que les gens quand tu es technique tu les perds. Donc boum, dis-leur vraiment le résultat final. Parce qu'au final, ce que les gens veulent c'est une stratégie d'acquisition prédictible dans le temps et constante. Et moi j'étais là à leur vendre comment paramétrer un mail et tout. Donc au final, ça marchait pas. Carrément, je pense qu'on mettra un petit lexique dans les notes de l'épisode pour les gens qui sont pas très techniques parce que plusieurs fois, tu vois, je me suis dit ouais, inbound marketing, outbound marketing, DNS, tous ces mots techniques. Enfin, moi, je suis du marketing, donc je connais tous ces mots, mais je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont pas forcément savoir exactement. Et je voulais pas te couper, tu vois, à chaque fois que tu utilises un mot, donc je me suis dit on mettra un petit lexique des mots un peu plus techniques. Et autre question. Est-ce que tu as des routines et si oui, est-ce que tu peux nous partager tes routines ou nous dire en fait non, je suis pas du tout team routine, j'ai horreur des routines, ça m'angoisse. Ouais, honnêtement, j'ai pas de routine. Enfin, notre Calendly, il est ouvert tous les jours de la semaine. Tu sais, il n'y a pas des jours où je prends des rendez-vous, d'autres jours on prend pas de rendez-vous. Les seules routines qu'on a, c'est un peu avec nos clients, où on a le point toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est des rendez-vous qui bougent pas. Après, moi, je suis pas très routine, tous ces trucs douche froide ou se lever. Moi, je vais au sport quand j'ai le temps, si c'est le matin ou si c'est le soir. Si j'ai pas le temps, j'y vais pas. J'ai envie de te dire, la seule routine que j'ai, c'est dans ma vie perso avec mon pote. On se fait 2 ou 3 matchs de paddle, tu sais, l'espèce de tennis par semaine. C'est la seule routine qu'on a. Ok, très bien, pas trop team routine, bah ça me va, il y a plein de gens qui sont pas très team routine. C'est quoi ta relation Mm. avec ton business aujourd'hui? C'est une relation forte, hein. C'est une relation forte vu que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, J'essaie quand même d'avoir du temps, tu vois. Avant, j'avais du mal à déconnecter le week-end. Maintenant, c'est vrai que vraiment le samedi, je touche pas l'ordi. Je touche pas du tout l'ordi. Et le dimanche, c'est plus, je prépare mes campagnes ou le lancement de nouvelles campagnes qui vont démarrer le lundi. Et le dimanche soir, le dimanche soir, j'ai toute ma routine. Enfin, là d'ailleurs, c'est une routine le dimanche soir. C'est préparation de la newsletter, vu qu'elle part le lundi à 9h. Donc dimanche soir, c'est rédaction de la newsletter. Ok, trop bien. Et aujourd'hui, c'est quoi que tu préfères dans ton business? C'est les notifications Slack sur les channels des clients qui disent meeting request. Et donc à chaque fois que, en fait, on reçoit des notifications sur le Slack dès que quelqu'un répond à un mail sur un client en disant est-ce qu'on peut s'appeler. Et donc dès qu'il y a ça, il y a une notification Slack meeting request. Et en fait, je sais que les clients sont contents. Et je sais qu'aussi, ça veut dire qu'on a fait une bonne campagne et qu'on a pu cibler des bonnes personnes et tout. Donc ouais, dès que ça sonne Slack et que je vois meeting request, je me dis ah cool. Trop bien. Et pour finir, dernière question, est-ce que tu as une citation que tu voudrais nous partager justement pour clôturer cet épisode de plein de valeurs autour de la prospection et de l'emailing? Une citation, si je devais dire un truc, c'est quelque chose que je dis parfois quand je fais les appels de vente. C'est en fait, nous, tu sais, quand on rencontre, quand on voit des clients ou des prospects qui sont potentiellement intéressés par notre service, c'est parce que souvent, il y a un problème d'acquisition ou qu'ils n'arrivent pas à casser le plafond de verre. Et on leur dit, si aujourd'hui, tu as ces problématiques-là, c'est parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 mois, tu n'as pas fait les bons choix. Tu as fait des choix qui font que tu en arrives là aujourd'hui à avoir cette situation où tu te sens pas confortable, où tu te sens un peu bloqué. Donc là, maintenant que tu sais ça, c'est déjà un grand pas, que tu sais que tu as une problématique. Tu as 2 possibilités. Soit tu mets quelque chose en place, donc avec n'importe qui, hein, si tu veux pas mettre de l'email, tu mets du téléphone. Si tu veux pas mettre du téléphone, tu mets des ads, tu peux mettre du webinaire. Mais en tout cas, tu mets quelque chose en place pour changer ce qui va pas. Ou sinon, la deuxième possibilité, et là, j'avoue qu'il y en a quand même pas mal qui
qui font ça au final, c'est qu'ils font rien et ils continuent en faisant pareil en espérant d'avoir quelque chose de mieux. Et donc du coup, la citation pour répondre à ta question, c'est Einstein qui l'a dit. Il a dit la folie, c'est faire la même chose en espérant des résultats différents. Eh bien écoute, c'est parfait, ça clôture parfaitement bien cet échange. Alexandre, si nos auditeurs veulent te retrouver quelque part, en savoir plus sur ce que tu proposes, te suivre, etc., où est-ce qu'on peut les renvoyer? Écoutez, sur LinkedIn, Alexandre Chiabaye, Chiabai, le nom de famille. Vous pouvez voir et n'hésitez pas à suivre vu que je mets tous les jours des posts. Ça, c'est une routine. Tous les soirs, je prépare mon post LinkedIn. Donc je mets tous les jours des posts dessus. Et sinon, il y a un autre truc qu'on développe de plus en plus, c'est la chaîne YouTube. Il y a une vingtaine de vidéos actuellement en ligne. Et là-dessus, c'est des vidéos de 10 minutes où on parle de sujets précis sur comment scraper Vivatech, trouver les contacts et tout. Donc c'est vraiment des trucs directement actionnables. Donc si vous voulez du contenu vidéo et des tips actionnables directement, YouTube. Si vous voulez qu'on parle un peu sur votre activité, etc., LinkedIn avec plaisir. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre pour tous ces conseils. Je pense que tu as pas mal démystifié le cold email et montré qu'en fait, quand c'était bien fait, ça pouvait être très efficace. Donc voilà, j'espère que ça plaira à nos auditeurs et que toi aussi, t'as aimé partager tous ces conseils. Yes, trop cool. À bientôt Alexandre. Ciao, ciao, salut.